Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 9 janvier 2025, épisode 152. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct du Berry. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité activement exploitée, la CVE 2025-282, liée à Ivanti Connect Secure. Ça faisait longtemps. Prévision des vulnérabilités pour 2025. Le First publie une étude anticipée sur la publication de 45 505 CVE pour cette année, avec une distribution plus homogène qu'en 2024. Casio complète son alerte sur une fuite de données liée à une attaque par ransomware en octobre 2024. Plus de 4000 backdoors aux portes dérobées détournées par des chercheurs en cybersécurité. Multiples vulnérabilités dans les produits Mozilla, Google et Splunk. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. La CISA a ajouté une nouvelle vulnérabilité à son catalogue de vulnérabilités activement exploitées, la CVE, basée sur des preuves d'exploitation en cours. La CVE 2025-282, une vulnérabilité affectant Ivanti Connect Secure, avec un avis de sécurité qui a été aussi émis par Ivanti Connect Secure, Police Secure et ZTA Gateways, concernant les vulnérabilités CVE 2025-282 et la CVE 2025-283. De plus, l'agence américaine encourage les organisations à effectuer des recherches proactives pour détecter toute activité malveillante via un processus détaillé. Cela devient vraiment hyper intéressant car on s'approche de plus en plus des fiches réflexes de réponse à incidents. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail. La première chose qu'ils vous disent, recherche proactive de menaces. Exécuter l'outil d'intégrité intégré, donc il y a un outil chez Ivanti qui s'appelle le ICT. On effectue des recherches de menaces sur les systèmes connectés ou récemment connectés à l'appareil Ivanti affecté. Si aucune compromission n'est détectée, donc là on rentre dans la phase 2, réinitialiser l'appareil Ivanti aux paramètres usine et appliquer le correctif mentionné dans l'avis de sécurité. C'est-à-dire qu'on repart de zéro sur des passerelles. C'est assez surprenant, mais c'est la méthode vraiment qui est radicale. Surveiller les services d'authentification et de gestion d'identité potentiellement exposés, continuer à auditer les comptes avec des privilèges élevés. Et tout ça parce que vous n'avez aucune compromission. Alors, si une compromission est détectée, si vous êtes aux États-Unis, vous devez le signaler immédiatement à la CISA et Ivanti pour lancer une enquête judiciaire et des activités de réponse à incident. Déconnecter les instances des produits Ivanti Connect Secure affectés, isoler les systèmes des ressources de l'entreprise autant que possible, révoquer ou réémettre tous les certificats clés et mots de passe exposés, y compris réinitialiser le mot de passe administrateur, réinitialiser les clés d'API enregistrées, réinitialiser les mots de passe de tout utilisateur local défini sur la passerelle, et si des comptes de domaine associés aux produits affectés sont compromis, c'est de réinitialiser les mots de passe 2 fois pour les comptes sur site en révoquant les tickets Kerberos. C'est juste incroyable ce niveau de détail sur un bulletin d'alerte. Et enfin, pour les appareils enregistrés dans le cloud, désactiver les appareils afin de révoquer les jetons d'accès. C'est assez incroyable, c'est une méthode qui est radicale. On voit que la vulnérabilité sur Pulse Secure d'Ivanti de l'année dernière à la même période a servi de leçon. C'est très formateur. Tous les liens sont en description de l'épisode. Je vous recommande fortement de lire le bulletin de sécurité de la CISA avec Ivanti qu'ils ont fait en commun. Pas juste sur l'alerte, il y a un deuxième bulletin, c'est sur le deuxième lien. C'est hyper instructif. Le First nous informe pour l'année 2025 une production record de CVE qui est attendue avec une prévision de 45 505 CVE publiés. Alors il y a une petite marge d'erreur de plus ou moins 4 363 CVE. Cela signifie que le nombre de vulnérabilités pourrait se situer entre 41 142 et 49 868. C'est pour pas dire les 50 000, mais on n'est pas loin des 50 000, avec une probabilité de 5% d'excéder ou de rester en dessous de ces limites. Les prévisions trimestrielles, basées sur des algorithmes distincts de ceux utilisés pour les prévisions annuelles, indiquent une répartition approximative des CVE comme suit. Sur le premier trimestre 2025, on devrait avoir que 11 420 CVE à plus ou moins 589, d'après l'outil. Le deuxième trimestre 2025, on aurait 12 130 CVE. Autant vous dire qu'on ne va pas profiter beaucoup de nos jours de congé. Le troisième trimestre, 12 113. Et enfin, au quatrième trimestre, 12 582. Ça va faire une année un peu chargée. Pour établir ces prévisions, des choix ont été faits sur le poids donné aux tendances historiques. Les données trimestrielles récentes montrent une forte volatilité, mais les prévisions pour 2025 supposent une répartition plus homogène, semblable aux années précédentes malgré l'incertitude inhérente à ce type de modélisation. On est sur de la prédiction, mais depuis une dizaine d'années que je suis le First, ils sont assez bons là-dessus. Ils ne se trompent pas beaucoup, ça. Ils se trompent de 4 ou 5 000, mais quand on arrive à 50 000, voilà, on est sur quelque chose d'assez proche.
Alors, des retours vont être sollicités auprès des équipes de réponse à incidents pour améliorer la pertinence et l'utilité de ces prévisions. À suivre, comme le lait sur le feu, personnellement, on peut aussi se servir de ces chiffres pour disposer de moyens supplémentaires ou pas, ou de voir si vos équipes doivent se faire renforcer par de la prestation externe. C'est à lire, c'est intéressant, je vous ai mis le lien. Radio Cessort avait remonté une attaque par ransomware chez Casio en octobre qui a entraîné une fuite de données affectant des milliers d'employés et de partenaires commerciaux et des clients de la société d'électronique japonaise. On en sait un peu plus aujourd'hui grâce à The Record sur la portée de la compromission. Il y a à peu près 6456 personnes qui ont été touchées avec des informations personnelles telles que des noms, numéros d'employés, adresses e-mail, départements concernés. Pour certains, il y a eu des informations encore plus sensibles telles que le genre, la date de naissance, l'adresse personnelle et les numéros d'identification fiscale qui ont été également exposés. Dans les partenaires commerciaux, il y a 1931 entités qui ont été affectées. Vous voyez, c'est un niveau de détail qui est assez précis quand même comme retour d'expérience. Là, au niveau des clients, il n'y a que 91 clients, principalement au Japon, qui ont vu leur adresse de livraison, nom et numéro de téléphone, date d'achat et nom des produits exposés. Alors l'origine de l'attaque, c'est un simple email de phishing. C'est fou quoi. À chaque fois, on pense qu'on va avoir droit à des attaques avec du quantique, de l'intelligence artificielle, blabla, que du blablatron quoi. Alors que c'est un simple email de phishing qui a permis aux attaquants de compromettre les serveurs de Casio le 5 octobre. Les hackers ont accédé à des documents internes tels que des factures, des contrats, des analyses de vente, compte rendu des réunions audits internes. L'attaque a été revendiquée par le groupe Underground Ransomware, affirmant avoir volé plus de 200 gigas de données. Les conséquences ont été quand même assez rudes pour l'entreprise dans les délais de livraison pendant plusieurs semaines. Et bien que la plupart des services aient été rétablis, des spams liés à l'incident ont également été signalés par les employés. C'est-à-dire que les attaquants, ils ont réussi une première compromission, mais ils vont continuer à dire on peut aller encore plus loin. Donc Casio, ce qu'ils ont fait, c'est qu'immédiatement, ils ont signalé à la Commission de protection des données personnelles du Japon et à d'autres autorités à l'étranger, collaboration avec les forces de l'ordre et refus de répondre aux demandes du groupe de ransomware, et ils ont fait aussi l'envoi prévu de notifications individuelles aux parties touchées. Le job a été fait, ils ont communiqué, ils ont traité l'incident. 3 mois plus tard, on donne le vrai texte à toute la presse. C'est propre. Alors il faut savoir que cette campagne fait partie de la campagne MirrorFace. Dans un contexte plus large, Casio s'inscrit dans une série de cyberattaques ciblant des organisations japonaises. Le groupe MirrorFace, également appelé Earth Casa, est impliqué dans une campagne active depuis 2019 visant à voler des informations sur la sécurité nationale et les technologies avancées au Japon. Alors, les autorités japonaises suspectent un lien avec des acteurs chinois. Plus de 200 cyberattaques ont été recensées visant des ministères, l'agence spatiale japonaise, des entreprises et des individus. Il y a eu une alerte officielle, la National Police Agency et la Cybersecurity Center ont publié une alerte pour sensibiliser les organisations et encourager des mesures de sécurité proactives. Bleeping Computer nous apprend que des chercheurs ont pris le contrôle de plus de 4000 portes dérobées ou backdoors actives en enregistrant des domaines expirés utilisés par des cybercriminels. Les portes dérobées ou backdoors sont des outils malveillants implantés sur des systèmes compromis pour permettre un accès à distance non autorisé. Ces portes dérobées étaient déployées sur des systèmes sensibles, notamment des serveurs gouvernementaux et universitaires. Les chercheurs de Watchtorn Labs ont identifié des domaines expirés utilisés par des portes dérobées actives. En les enregistrant, ils ont pris le contrôle des communications de ces malwares. Plus de 40 domaines ont été rachetés, ce qui a permis de capturer les communications de plus de 4000 systèmes compromis tentant de se connecter à leurs serveurs de contrôle, les fameux C2. Alors, ce qu'on apprend un peu plus sur les types de portes ou les backdoors techniques qui ont été utilisées, il y avait la R57 Shell, c'est une backdoor classique qui permet une gestion basique du système, la C99 Shell, beaucoup plus avancée avec des capacités de gestion de fichiers d'attaque par brute force, la China Shopper, souvent associée à des groupes APT, elle est compacte et puissante. C'est une backdoor qui présente des caractéristiques liées au groupe Lazarus, bien que cela semble être une réutilisation d'outils plutôt qu'une activité directe du groupe. Voilà, au niveau de l'attribution, c'est beaucoup plus compliqué. Dans les cibles qui ont été compromises, il y a des infrastructures gouvernementales, il y a des systèmes au sein du gouvernement chinois, y compris des tribunaux, des réseaux judiciaires du Nigeria, des infrastructures du gouvernement du Bangladesh. Il y a aussi des institutions éducatives comme des universités en Thaïlande, en Chine et en Corée du Sud. Les chercheurs ont confié la gestion des domaines enregistrés à la Shadow Server Foundation, qui a mis en place un système de sync locking. Cela permet de rediriger le trafic des systèmes compromis vers des serveurs sécurisés, empêchant leur utilisation malveillante. Alors, ce qu'on apprend de cette opération, c'est qu'il y avait un risque des domaines expirés. Donc, tous les domaines abandonnés liés à des opérations malveillantes peuvent être exploités par de nouveaux cybercriminels. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'un groupe utilise des
des noms de domaine, ils ont fini leur opération, ils considèrent qu'ils ont fait assez d'argent ou pas assez, ils disent on lâche l'affaire. Un autre groupe arrive par-dessus et il peut continuer, entre guillemets, les actions du précédent groupe. Et il y a aussi, cette opération a souligné aussi la nécessité de surveiller les domaines associés au malware et de sécuriser les infrastructures abandonnées pour réduire les risques de réutilisation. Ça demande aussi des moyens. Alors 40 noms de domaine, c'est entre guillemets presque à la portée d'un particulier, mais l'intervention d'une entreprise privée illustre une méthode proactive pour limiter les dégâts causés par les malwares existants et empêche leur exploitation future par des tiers malveillants. C'est hyper instructif, je vous recommande de lire l'article de Blipping, mais attention, cela demande aussi une structure juridique pour effectuer ce type d'opération et une étroite collaboration avec les autorités judiciaires si vous souhaitez le faire en France. On n'a pas le droit de se faire justice. Faut pas l'oublier, on est dans un cadre légal, on n'est pas des cow-boys, on n'est pas des loups solitaires. Quand vous faites de la réponse à incident, si vous décidez de faire ce type d'action, faites-vous accompagner. De multiples vulnérabilités ont été identifiées dans les produits Splunk, notamment l'application Splunk pour SOAR, dans les versions antérieures à la 1.071 et le greffon pour JBoss dans les versions antérieures à 3.1.1. Ces vulnérabilités permettent à un attaquant de contourner les politiques de sécurité, de provoquer un déni de service ou encore une élévation de privilèges. Il est fortement recommandé de consulter les bulletins de sécurité publiés par Splunk pour appliquer les correctifs nécessaires. Alors pour info, ces vulnérabilités sont documentées sous les références CVE suivantes, la CVE 2020 14340, la 2020 35510, la 2023 5685 et enfin la CVE 2025 22621. Tous les détails supplémentaires et les solutions sont accessibles dans les bulletins de sécurité Splunk. Ils en ont sorti 2, ce sont les SVD 2025 0101 et SVD 2025 0102. C'est disponible sur le site de l'éditeur de Splunk. On patch, on ne se pose pas de questions si on utilise du Splunk. Une vulnérabilité a été découverte dans Google Chrome affectant les versions antérieures à la 131.0 6778.264 pour Linux et les versions antérieures à la 131.0 6778.264 ou 265 pour Windows et Mac. Le risque exact associé à cette faille n'a pas été spécifié par l'éditeur. Cependant, il est recommandé de mettre à jour immédiatement Google Chrome vers la dernière version disponible pour prévenir tout risque potentiel. La vulnérabilité qui a été identifiée est sous la référence CVE 2025-291, dont les détails sont disponibles en ligne. Pour plus d'informations, le bulletin de sécurité de Google Chrome publié le 7 janvier 2025 fournit des précisions supplémentaires. Bon, on patch, comme d'hab. Enfin, de multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Mozilla, affectant notamment Firefox ESR, Firefox et Thunderbird, le client de messagerie, dans leur version antérieure à la 115.19, 128.6 et 134. Ces vulnérabilités permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges, un déni de service ou de contourner les politiques de sécurité. Il est recommandé de mettre à jour immédiatement les produits concernés pour corriger ces vulnérabilités. Tous les correctifs et les détails techniques sont disponibles dans les bulletins de sécurité de Mozilla. Ça touche quand même, ça va de la CVE 2025-237 à la CVE 2025-247. On a quand même 10 CVE qui sont associés à ces failles. Donc ce sont des mises à jour essentielles, on limite le risque de l'exploitation, on met à jour. Pour terminer sur les vulnérabilités, nous avons la vulnérabilité CVE 2024-27980 qui concerne Node.js, spécifiquement les fonctions Child Process Spawn et Child Process Spawn Sync sous Windows. En raison d'une gestion inadéquate des fichiers batch, un attaquant peut injecter des commandes arbitraires entraînant une exécution de code même lorsque l'option shell n'est pas activée dans Node.js. Cette vulnérabilité a été corrigée dans les versions suivantes de Node.js. Donc pour tout ce qui est la branche 18, c'est à partir de la version 18.20.2, pour la branche 20 à partir de la version 20.12.2, et pour la branche 21, c'est à partir de la version 21.7.3. Il est fortement recommandé de mettre à jour Node.js vers l'une de ces versions ou une version ultérieure pour se protéger contre cette faille de sécurité. Et voilà, cet épisode de Radio Cessor du jeudi 9 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessor au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.